Bonsoir à tous et bienvenue dans Vital. Merci d'être avec nous. Ce lundi, on reçoit sur le plateau Rebecca Tube. Merci d'être ici. Vous êtes coordinatrice au Centre de simulation médicale de l'Uliège et infirmière urgence. Merci d'être avec nous ce soir. Et Romain Betz, vous êtes médecin urgentiste au CHU. Et on va parler tous les trois pendant une trentaine de minutes des accidents de la vie domestique, mais plus spécifiquement des brûlures. On va parler également du film Sauve une vie qui a été tourné en janvier, et un film auquel vous avez participé tous les deux. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, Sauve une vie, c'est quoi ce film et quel était l'objectif en réalisant ce tournage ? Alors donc Sauve une vie est né déjà en 2017, donc ça date. Initialement, donc on avait pour objectif de former les agents du CHU de Liège à la réanimation cardio-pulmonaire. Et puis finalement, le projet a pris, donc ça a eu beaucoup de succès. Et alors on a continué et on a abordé d'autres thématiques. Donc après l'arrêt cardiaque, donc l'accident de la route, et puis maintenant alors les brûlés. Et donc on vient de tourner alors le dernier volet de Sauve une vie ici en janvier sur un grand brûlé finalement, et la prise en charge de brûlures un peu moins sévères. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens, la population, à comment réagir dans certaines situations critiques ? Oui, en fait, il y a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est celui-là. C'est d'apprendre aux gens, finalement, quel geste à faire face à un événement inopiné, en l'occurrence ici, les brûlures. Mais chaque film de Sauve une vie, en fait, se décline en 3 volets. Un destiné au grand public, avec les premiers gestes qui sauvent, un deuxième film destiné aux secouristes ambulanciers et un troisième film destiné aux équipes médicales préhospitalières, type équipe des services mobiles d'urgence et de réanimation, les fameux SMUR. Et donc l'idée, c'est de proposer à ces professionnels de l'urgence aussi des films didactiques adaptés à leur niveau de compétence. Alors on va voir plus tard un peu en détail comment ils s'organisent ces films et comment justement tout le monde peut participer, quelle que soit sa fonction, comment réagir dans certains cas. Donc vous le disiez, cette année on s'est concentré sur les brûlures, c'est une poêle, je pense, qui brûle dans une maison, on va en reparler. Mais l'année passée, il y avait les accidents cardiovasculaires, puis il y a eu les accidents de la route avec un exemple dans le tunnel de Cointe, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc le premier, on a tourné avec Cathy Meulen à la Médiacité, donc c'était sur les arrêts cardio-respiratoires, en effet, parce qu'on a beaucoup de personnes, évidemment, qui sont touchées par un arrêt cardiaque, et c'est important de pouvoir avoir de plus en plus de personnes qui sont formées autour de soi pour agir directement, parce que chaque minute sans geste de réanimation, c'est 10% de chance de survie en moins pour le patient. Donc, c'était important pour nous d'aborder d'abord cette thématique-là. Et puis, en effet, après, on a été dans le tunnel de Cointe, où on a tourné pendant 2 nuits, où là, on a abordé l'accident de la route avec Manon Le Pomme. Et donc là aussi, parce que ça a un intérêt de pouvoir réagir rapidement avant l'arrivée de l'équipe d'urgence sur place. Ce sont des questions vitales, finalement, qu'on aborde ici. Vous pensez que les gens sont assez bien informés, justement, sur comment réagir dans des cas comme ça ? Alors, probablement non, probablement pas assez, et c'est tout l'intérêt de ce projet, puisqu'on se rend compte quand même qu'encore fréquemment, des gestes ne sont pas posés, alors qu'ils peuvent influencer directement sur la survie du patient. Et les gens, je pense, ont souvent peur de mal faire. Et en fait, les premiers gestes qui sauvent, qui peuvent parfois sauver la vie d'un patient, c'est pas si difficile à poser. Il faut juste oser et un minimum d'informations. Et chez nous, on n'a pas encore vraiment une culture où, dans l'enseignement, dès l'enfance, on apprend les bons gestes, à qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, oser agir, oui. Parce que c'est déjà la première étape, c'est je dois oser faire quelque chose pour le patient. La peur de mal faire en bloque beaucoup. Et donc, il faut, je crois, sensibiliser le public à oser porter secours. Et puis, quels sont les gestes, parce que parfois ça paraît anodin, mais ce sont des gestes qui vont changer complètement la donne. Est-ce que cette peur de mal faire pourrait faire que finalement on ne fasse rien ? Et c'est peut-être ça aussi le problème. Oui, et ça c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. J'ai peur de faire un massage cardiaque parce que je ne suis pas sûr que le patient est en arrêt cardiaque. Oui, on n'a pas dans le doute, il vaut mieux agir. J'ai peur de bouger un traumatisé parce qu'on m'a toujours dit qu'un traumatisé, il fallait jamais le bouger. Oui, mais il y a certaines situations où il faut mettre le patient à l'abri ou bien lui porter des gestes vitaux qui nécessitent, tout traumatisé qu'il soit, de le bouger. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à enseigner aux gens.
Alors, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, les brûlures, quelles sont les premières choses? Comment est-ce qu'on réagit d'emblée? Alors, ça dépend du cas, évidemment. la brûlure et ça dépend surtout du cadre finalement. Mais donc si on se trouve à la maison, la première chose évidemment à faire, c'est de se mettre en sécurité. C'est de ne pas aller prendre des risques inconsidérables. Donc c'est de se mettre en sécurité, de mettre sa famille en sécurité. Et puis alors après, on aura le temps d'agir et de prendre en charge les brûlures. Alors une fois on est brûlé, il va falloir évaluer la situation et puis alors appeler évidemment le 112. C'est la première chose importante à faire une fois qu'on a tout bien évalué pour pouvoir avoir les secours spécialisés qui viendront nous prendre en charge. Une fois que le 112 est appelé, on a le temps, entre guillemets, de Donc on continuer. appelle le 112, pas le 100. Alors non, on appelle le 112, donc important, donc c'est un numéro européen, donc voilà, autant appeler le 112 de toute façon et de retenir le 112. Et quand est-ce qu'on appelle le 100? Alors ici, en Belgique, on peut encore l'appeler, il est toujours... Le sang, honnêtement, n'a plus d'intérêt. Voilà, mais c'est une D'accord. bonne chose à dire Ouais. dès le début. Oublions de le l'émission. sang. Dans la pratique, si vous faites le sang chez nous, vous serez dévié vers le 112, mais ça n'a plus Mais aucun intérêt. idéalement, on retient tout. Le 112, c'est le numéro européen, il sera bon partout en Europe. Il est accessible depuis un téléphone, même sans le code, sans pouvoir le déverrouiller, même s'il n'y a plus de crédit sur la carte fonctionne rechargeable. Et puis, il est reconnu par les réseaux opérateurs comme un appel prioritaire. Donc, vraiment, il faut retenir le 112. Alors, on revient à nos brûlures. Première réaction, une poêle qui brûle ou une friteuse, par exemple, ce qui peut être peut-être plus courant aussi. Comment est-ce qu'on réagit si on a une friteuse en feu? Alors, si on a une friteuse en feu, donc le bon geste à avoir, c'est de prendre un linge humide et d'aller déposer le linge humide sur la friteuse en feu ou sur la poêle en feu, comme on va le voir ici finalement où Adria ne l'a pas fait, mais le fait dans les images après qu'on montre, pour étouffer finalement le feu, ne surtout pas retirer après ce linge en disant qu'est-ce que ça a donné, mais donc on laisse bien ce linge humide alors sur... Donc là, on voit l'image qui prend l'eau du vase de fleurs, ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas, parce qu'on fait pire finalement, et donc finalement toute la pièce Ça alimente le feu. va s'embraser. Ouais. Et ça, c'est important parce que Dans la précipitation, Oui, mais je veux dire, dans nos Dans la habitudes, panique. qu'est-ce qu'on met sur le feu pour l'éteindre? On met de l'eau. oui. Et c'est vrai que l'eau, les pompiers, ils viennent avec leur grande lance, ils mettent de l'eau sur un incendie. Et souvent, l'eau, ça marche. Mais pas sur l'huile en feu, parce que cette eau qui est plus dense que l'huile va passer sous l'huile, va se mettre en ébullition, et va projeter cette Augmente. huile enflammée dans l'atmosphère. Et donc, ça va faire une véritable boule de feu et un embrasement subit. Donc, sur l'huile en feu, on met surtout pas d'eau. Donc un linge humide. C'est ça. Un linge humide, ouais, pour autant que le feu soit encore accessible et maîtrisable par un linge humide. C'est sûr que si la cuisine s'embrase complètement, il faut surtout, excusez-moi le terme, mais foutre le camp. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, la première l'abri. chose, c'est se mettre à D'accord, l'abri. oui. Alors, on voit ici, dans cet extrait vidéo, qu'il y a des tests. Il y a moyen de répondre aux questions soi-même. Puis voilà, ici, on a été trop lent, on réessaye. C'est important de le faire, ce test. Hein. Alors, oui, Voir un peu où on en est, finalement. c'est finalement apprendre de manière ludique, et c'est tout l'intérêt de ce système, de ce concept Sauve une vie, c'est qu'on suit une histoire, donc on va incarner à des personnages et le film est jalonné d'un ensemble de questions auxquelles il faut répondre dans un chrono imparti, donc ça met un peu sous pression. Et puis, le système est bien fait, si on se trompe, on est invité à retenter notre chance jusqu'à donner la bonne réponse. L'idée, c'est d'amener notre patient ou nos patients jusqu'à la meilleure prise en charge. Et donc, on va apprendre au travers de ce film, mais en étant directement acteur, en jouant un secouriste. Alors, une fois qu'on s'est mis à l'abri, Rebecca, est-ce qu'on essaye de traiter soi-même la potentielle brûlure de quelqu'un ? Alors oui, c'est important de déjà agir. Il faudra d'abord évaluer la sévérité de la brûlure et en fonction de la sévérité, en effet, on a des gestes qui sont différents à poser. Pour une brûlure qui est moins grave, donc une brûlure inférieure à 20%, notamment avec d'autres critères, etc., l'important c'est de faire un cooling, donc c'est-à-dire de mettre la brûlure sous l'eau, une eau à température ambiante, donc c'est pour ça qu'on parle aussi du concept de 20-20-20, 3 x 20, parce que c'est une brûlure inférieure à 20%.
20%, on la met sous l'eau pendant 20 minutes à une eau à plus ou moins 20 Quand vous degrés. dites 20%, c'est 20%? Alors, on doit évaluer la surface de la brûlure et quand on prend la main du patient, la paume de la main avec les doigts, ça représente 1%. De la Donc, surface finalement, corporelle de la surface du patient. corporelle. D'accord. Et donc, si on est à 20 mains, on est à 20% de surface corporelle et en dessous de 20%, alors on va faire un cooling de 20 minutes sous une eau à 20 degrés. Donc la règle, c'est 3 fois 20. C'est ça. Oui, c'est 3 fois 20. Donc 20 minutes Sous l'eau à 20 degrés. à 20 degrés, pour autant que la brûlure n'excède pas les 20%. C'est ça. Ah ben voilà, il faut retenir ça. Ça, c'est une bonne règle. Et donc, c'est forcément indiqué pour les brûlures dites pas trop étendues, en dessous de 20%. Alors, on pourrait dire, pourquoi ça n'a plus d'intérêt au-delà? Si l'eau aura toujours un bénéfice sur la brûlure, mais par contre va devenir délétère en risque en termes d'hypothermie, donc le patient qui va se refroidir, puisque le principe de la brûlure, c'est de brûler la peau. Or, cette peau, c'est notre première barrière contre le froid. Le patient qui a une grande zone brûlée a perdu une grande zone de peau et donc va se refroidir très vite. Et là, en termes de survie, de risque de complications, l'hypothermie est dramatique. Et au-delà de 20%, on estime que les risques à mettre de l'eau sur le patient et d'induire une hypothermie vont devenir plus importants que les bénéfices de refroidir la brûlure et de soulager le patient. Donc c'est pour ça ce cut-off des 20% qu'il est important. Donc sur une petite brûlure, on met de l'eau. Sur une brûlure étendue, on n'en met pas. Alors vous êtes urgentiste, vous êtes infirmière aux urgences. Est-ce que des brûlures, c'est encore assez fréquent dans votre quotidien Alors, il y en a de manière très fréquente. Alors, ils ne viennent pas tous aux urgences. Donc, il y a des brûlures, évidemment, qui nécessitent d'avoir une prise en charge immédiate. Et puis, d'autres brûlures qui peuvent être un peu différées. Et donc, on devra avoir un avis médical. Mais après, on ira dans un centre des brûlés plus tard. Alors, nous, aux urgences, on en a quelques-uns. Mais on les réfère automatiquement dans le centre des brûlés, puisqu'au CHU de Liège, on a la chance d'avoir un centre des brûlés. Il y en a 6. Il y a 6 centres des brûlés agréés en Belgique. Et donc, au CHU, on a la chance d'en avoir un. Et c'est vrai qu'on les dirige assez rapidement vers le centre des brûlés, où ils ont une prise en charge rapide et efficace directement, quoi. Mais donc finalement, nous, comme soignants de première ligne aux urgences, des grands brûlés, et heureusement, on n'en voit pas si souvent. La brûlure, c'est un accident très fréquent, mais souvent, c'est des brûlures mineures qu'on peut traiter à la maison, où on appelle son médecin traitant. C'est des accidents domestiques, donc c'est extrêmement fréquent. Mais comme ce sont des brûlures assez légères, la plupart n'ont pas besoin d'arriver jusqu'aux urgences. On demandera peut-être un avis au centre des brûlés, mais le lendemain, le surlendemain, donc on ne les voit pas nécessairement. Et les grands brûlés, heureusement, c'est rare. Mais du coup, ça renforce l'intérêt des films pour les professionnels. Je pense aux ambulanciers, aux équipes SMUR, qui finalement ne rencontrent pas souvent ces patients grands brûlés. On leur propose de s'y entraîner via Sauve une vie 3. Et si on parle de brûlure avec incendie, il ne faut pas négliger aussi la fumée de cet incendie toxique et forcément des fumées qui entraînent des séquelles parfois respiratoires plutôt graves. Ouais. Alors, il y a pas que on dit que les fumées sont au moins, si pas plus graves que les flammes, parce que les brûlures, les fumées, elles brûlent aussi. Forcément, dans un incendie, la fumée est chaude, c'est de l'air chaud, au contact de la peau, ça peut brûler. On va inspirer ces fumées en respirant, donc elles peuvent brûler les voies respiratoires et les poumons, ce qui est dramatique. Et puis ces fumées, elles contiennent pleine de substances toxiques liées à la combustion des matériaux de l'habitation, par exemple. Et donc, ces substances toxiques, je pense notamment aux vapeurs de cyanure, peuvent gravement intoxiquer le patient. On peut avoir du monoxyde de carbone, ce fameux CO, qui peut aussi tuer le patient. Et donc, la fumée, c'est un vrai danger en soi, même en l'absence de flamme. Alors, on voyait ici sur ces images un ambulancier, mais je pense que c'était une intervention de route. Qu'est-ce qu'on fait quand on est témoin d'un accident de la route? Les premiers réflexes à avoir dans ces cas-là, quels sont-ils? Alors, ça rejoint finalement ce que Rebecca, tu disais tout à l'heure, que la première chose, c'est de ne pas se mettre en danger.
Donc il faut d'abord être certain de pouvoir intervenir en sécurité. Ça ne Sans semblerait créer pas un autre raisonnable de s'arrêter accident. sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence, pour traverser les 3 bandes et aller soigner quelqu'un qui est dans sa voiture sur la bande de gauche avec un trafic toujours Voilà, le risque toujours là, ouvert. c'est de créer un deuxième suraccident accident. et d'être soi-même victime d'un accident alors qu'on se proposait d'être celui qui portait secours. Donc c'est un peu dommage. D'une part, le C'est quelque chose secouriste... qui arrive, ça, Oui, vous malheureusement, voyez. Oui. c'est très vite arrivé. Dans la panique et l'envie de se secourir, on peut mal réagir, avoir les mauvais réflexes et mettre d'autres gens et soi-même en danger, comme vous disiez. Exactement. Donc la première chose, c'est de se dire, est-ce que c'est raisonnable d'y aller ? La deuxième, c'est de baliser le site, de mettre sa voiture en amont de l'accident avec les 4 feux clignotants, de penser au triangle, de mettre son gilet fluorescent pour s'identifier, éventuellement de demander à des aidants de faire modérer ou décaler le trafic. Et puis, c'est de faire rapidement un tour de ce qui se passe, du nombre de victimes, de leur état, pour pouvoir appeler le 112 de manière judicieuse, de dire ce qui se passe, mais le nombre de victimes, leur état, ça va évidemment conditionner les secours qui seront envoyés par le 112. Et puis seulement, on pourra soigner. Rebecca, bien transmettre les informations au 112, c'est essentiel. La façon dont on va justement donner l'info. Alors oui, tout à fait. Donc il faut dire qui on est, déjà quand même se présenter et dire qui on est, et puis alors dire ce qu'il se passe exactement, donner des informations. De toute façon, le 112, ils vont aussi vous poser des questions quand vous appelez, de toute façon, pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et puis dire où ça se passe exactement. Donc, si vous ne savez pas où vous êtes, l'intérêt de l'application 112 aussi, ici en Belgique, on a l'application 112. Elle vous géolocalise aussi, donc ça peut aider. Donc, vraiment, ces 3 informations-là, qui vous êtes, où on se trouve et ce qu'il se passe exactement, c'est important. En fonction de ça, on aura des moyens qui seront envoyés qui sont différents, avec une ambulance, un PIT, donc un véhicule avec un infirmier et un ambulancier, ou alors un SMUR. Oui, donc la question se pose, c'est est-ce qu'on donne un maximum d'informations ou est-ce qu'on donne l'essentiel ? Alors, on donne l'essentiel et puis de toute façon le préposé du 112 posera des questions de toute façon pour avoir le plus d'informations possible liées à la situation dans ce cas-ci. Et d'envoyer les secours adaptés à la situation. Et ce qui est important, c'est de bien retenir qu'on ne raccroche jamais à son initiative avec le 112. Donc on va donner les infos qui nous semblent pertinentes et on reste en ligne et on attend que le préposé nous dise « Madame, monsieur, on arrive, vous pouvez raccrocher ». Parce que peut-être que le centraliste a besoin, le préposé du 112 a besoin d'infos complémentaires et le risque c'est que dans la précipitation, on pense avoir tout dit, bon, on raccroche. Il faut vraiment laisser la place et le temps au préposé de nous poser des questions qui peuvent nous paraissent pas évidentes, mais peut-être pour lui sont cruciales dans sa prise d'appel. Et c'est que quand le 112 le dit qu'on peut raccrocher le téléphone. C'est une information qu'on ne sait pas forcément. Non, généralement, bien de le savoir à l'avance. les gens sont forcément, on peut le comprendre, stressés, pressés de terminer l'appel et de voir arriver les secours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 112 a déjà la possibilité de déclencher les secours alors qu'il est toujours en ligne avec vous. Donc, ce n'est pas parce que l'appel se poursuit que rien ne se fait. Il peut déjà informatiquement déclencher l'ambulance, déclencher le PIT, déclencher le SMUR, alors que vous êtes toujours en train de discuter. Donc, les choses sont amorcées alors qu'on parle. Je pense aussi que le 112 peut est une aide importante, notamment dans l'arrêt cardio-respiratoire, où le 112 a une place aussi pour vous aider à prendre en charge le patient correctement et il donne des informations aussi. Voilà, les instructions. Il donne des instructions pour pouvoir vous aider aussi à prendre en charge le patient. Et donc, c'est important de les écouter, donc de leur donner les informations nécessaires et puis de les écouter aussi, parce qu'ils sont là pour vous aider, même au téléphone. Oui, d'ailleurs, dans l'arrêt cardiaque, ils vont rester avec vous au téléphone jusqu'à ce que les secours arrivent. Ils vont rester, s'il faut, 10 minutes en ligne avec la personne qui a appelé pour l'inciter à faire du massage cardiaque, à le faire de manière qualitative. Et ce qui peut, vous le disiez tout à l'heure, sauver une vie, cette différence entre j'agis ou j'agis pas, ça peut sauver. Ça, évidemment, ça fait tout si la base n'est pas assurée. Il y a un chouette concept pour comprendre ça qui est celui de la chaîne. En général, on illustre la prise en charge aiguë en urgence d'un patient comme une chaîne. Et forcément, la chaîne, elle a la résistance de son maillon le plus faible. Et au départ, ça va être d'identifier qu'il y a
un problème aigu pour appeler le 112 et de porter les premiers soins. Et puis vous avez des services extra-hospitaliers qui vont venir, une ambulance, un PIT, un SMUR, et puis ce patient va se retrouver à l'hôpital avec une haute technicité, avec des médecins et des infirmiers super spécialisés. C'est très bien d'avoir tout ça à l'hôpital, mais si le premier maillon n'a pas identifié qu'il y avait une urgence, n'a pas appelé correctement ou attend le 112 et n'a pas posé les premiers gestes, par exemple, réanimer, faire du massage cardiaque à quelqu'un en arrêt cardiaque, le reste est futile. Mais, même si la qualité est extraordinaire, sans les gestes de base, on peut oublier l'intérêt du reste. Oui, c'est ça. Et donc, ça montre le rôle capital que le tout venant peut avoir. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de sensibilisation à ce sujet-là, justement, pour inciter les gens à pas spécialement passer des brevets de secouristes très élevés, mais savoir et connaître les premiers gestes, évidemment. Appeler le 112, être à l'écoute du 112 et de ne pas avoir peur d'y aller. Si le 112 vous dit fais un massage cardiaque, eh ben, il faut oser le faire. Parce que si ça, c'est pas fait, quand nous, on arrive sur place, ça vaut quasi plus la peine d'essayer. Malheureusement, le patient est décédé. Oui. Ce qui va faire toute la différence, c'est ces premières minutes. Ce sont des bons conseils, évidemment. Et donc, dans ce registre-là, on incite les gens ici à regarder ces vidéos Sauve une vie. Oui. Parce qu'elles sont explicatives. On peut les retrouver sur le site sauveunevie.be, je pense. Exactement. Et voilà, c'est quelques minutes, mais qui finalement peuvent changer radicalement la vie de quelqu'un. C'est ça. Et finalement, le concept d'e-learning, parce que Sauve une vie, on peut y accéder quand on le veut. On peut le faire autant de fois qu'on le veut. Et à la fin, on a un pourcentage, on a un petit diplôme avec 1%. Et donc, si on a envie aussi de s'améliorer, on peut le refaire autant de fois qu'on le veut. Et je pense que c'est ça l'important, c'est de se dire que les gens peuvent y avoir accès tout le temps et le refaire autant de fois qu'ils le veulent. Si à un moment, ils se sentent moins apte dans une situation, ils peuvent dire ok, je vais aller refaire une fois Sauve une vie. Ça me fera du bien aussi de me remettre tout ça en tête pour se sentir à l'aise le jour, ou en tout cas plus à l'aise le jour où ça leur arrive. Alors ce petit questionnaire, on peut le pratiquer grand public ou en tant que professionnel même de la santé, ambulancier ou autre. Il y a plusieurs profils, c'est ça? Voilà, ça, il y a plusieurs niveaux. Donc, on a en effet le grand public, la famille, un passant. Et puis, alors après, on a la partie ambulancier et la partie infirmier et médecin du SMUR. Et donc, l'intérêt, c'est de nouveau que les équipes de professionnels puissent se réentraîner aussi. Quand c'est des choses qu'on ne fait pas régulièrement, on oublie. Et donc, c'est important de pouvoir le revoir régulièrement. Et puis, alors, pourquoi pas aussi pour le grand public qui a accès aux autres films, de faire naître des vocations éventuellement, de voir un petit peu, tiens, finalement, quand moi j'ai terminé de prendre en charge le patient, mais qu'est-ce qui se passe? Que font les ambulanciers? Que font les infirmiers? Que font les médecins? C'est ça. Et ça, c'est important quand on connaît la pénurie dans nos métiers de la santé, que ce soit des ambulanciers, des infirmiers, des médecins, on en cherche, il en faut. Donc, si on peut, comme bénéfice secondaire de ces films... C'est essentiel. On l'a vu pendant la crise Covid, on le savait déjà, ça a été confirmé. Il faut rester évidemment sur cette lancée-là, à encourager dans ces métiers, évidemment, de personnel soignant. On rappelle, Rebecca, que vous êtes coordinatrice au centre de simulation médicale à l'ULiège. Ça consiste en quoi, ce centre ? Alors, donc, c'est un centre qui fait partie de l'université, de la faculté de médecine, qui a pour objectif principal de former justement les assistants et les futurs médecins donc, en formation. L'objectif primaire, oui, c'était tout simplement de se dire que finalement, c'est important pour ces futurs médecins de pratiquer certains actes ou certains gestes, non pas sur un patient la première fois, mais d'abord sur un mannequin ou sur un patient simulé. Et donc, c'est important de pouvoir mettre en place ce genre de formation pour pouvoir les rendre de plus en plus à l'aise et aptes une fois qu'ils devront aller en fait sur un patient. Et donc, on a différents types de formations avec différents outils pédagogiques et notamment Sauve une vie qui est un des outils qu'on utilise. Et vous, Romain, vous êtes médecin urgentiste, passionné, on l'a compris, par ce type d'intervention aussi. Oui, spécifiquement par la médecine extra-hospitalière qui m'occupe particulièrement au CHU de Liège. Et dans cet aspect de la médecine, on utilise là aussi beaucoup la simulation. Donc, je suis instructeur à ce même centre où on pratique énormément de scénarios où la victime, soit un patient simulé, soit un mannequin, est mis dans les conditions que nous rencontrons au domicile ou au bord de la route. Encore une fois, l'idée, c'est que ce ne soit jamais la première fois sur un
sur une vraie victime, sur un vrai patient. L'idée, c'est de s'entraîner d'abord avec du factice pour pouvoir y commettre ses erreurs et apprendre de ses erreurs, et qu'on soit bien armé quand on est face à la situation étudiée. Parce que dans ces cas-là, souvent, forcément, que ce soit les professionnels ou autres, il y a toujours l'aspect stressant de la situation qui peut influencer sur les réflexes. Oui, clairement. Et ça, je remarque que l'expérience et les années ne font pas tout. On reste, je pense, conscient de tout l'éventail de pathologies qu'on peut rencontrer, et on n'a jamais tout vu. Et je suis encore tous les jours surpris de ce que je rencontre. Tous les jours, j'ai des cas qui me posent question, de me dire qu'est-ce que je dois faire dans cette situation. Et tout n'est pas naturel. C'est ce qui fait l'intérêt du métier, mais il faut se rendre compte qu'on n'est jamais complètement armé face à tout ce qu'on peut rencontrer. Merci à tous les deux pour vos témoignages. On ne peut évidemment qu'encourager ceux qui nous regardent et qui ont envie de savoir comment peut-être réagir dans certaines situations, se rendre sur le site sauveunevie.be. Sauveunevie.be, c'est gratuit, accessible pour tout le monde, et donc on encourage tout qui veut, les collectivités, les personnes individuellement à se connecter à sauveunevie.be, à faire, on l'a dit, en libre accès, les 3 films autant de fois qu'on le veut. C'est vraiment le but, c'est d'enseigner, former aux gestes qui sauvent. Un grand merci à tous les deux pour vos témoignages et vos passages sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis dans Vital. On se retrouve lundi dans 2 semaines, et d'ici là, évidemment, prenez soin de vous.